Philippe Noguès, vous êtes député de la 6e circonscription du Morbihan, que les gastronomes identifieront facilement, puisqu'elle englobe le canton de Guéméné, et que se tient chaque année au Bas-Pont-Scorff, deuxième week-end de juillet, un festival du saumon. Mais il n'est pas l'heure encore de passer à table, on vient seulement de sortir du café, du petit déjeuner. Et nous nous intéresserons donc avec vous à un sujet qui nous tient à cœur et que nous avons déjà exploré un peu l'an dernier, la responsabilité sociale des entreprises. Vous vous intéressez à la responsabilité sociale des entreprises. Vous êtes l'auteur d'un essai « Responsabilité sociale des entreprises, concilier démocratie sociale, écologie et compétitive » qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès en septembre 2013. Dans ce domaine de la RSE, la question de la médiation, de sa place, et donc de la confiance qui est nécessaire pour que se développe la responsabilité, la question de la confiance est ici fondamentale. C'est donc riche non seulement de vos recherches, mais également de vos expériences d'élus, notamment sur le terrain difficile des problèmes environnementaux, que vous allez nous entretenir, avant, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir les échanges avec la salle. Et je commencerai par vous parler, dans un premier temps, avant de vous parler de la RSE, de la manière dont le rôle des élus sur le terrain évolue, pour aller justement parfois sur un rôle de médiateur et la nécessité de créer la confiance sur les territoires. Et je vais illustrer mon propos par un exemple concret sur lequel je vais m'attarder un petit peu parce que je crois qu'il est assez représentatif. Et puis j'enchaînerai donc dans un deuxième temps en faisant le lien avec un de mes engagements politiques forts qui a été évoqué, celui de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Alors pour essayer de rester dans le cadre des 10 minutes, j'ai essayé de cadrer un petit peu parce que j'ai une expérience concrète de terrain assez compliquée, donc je vais essayer de le faire de manière synthétique quand même malgré tout. Il y a un an à peu près, oui il y a un an, au mois de janvier 2014, à l'époque des vœux, dans une petite commune du centre-Bretagne, j'étais interpellé par le président d'une entreprise agroalimentaire. Alors c'était ni le poulet ni le porc, ils font du légume. Vous voyez, pour une fois, c'était pas les problématiques qu'on a pu rencontrer jusqu'ici. Mais c'est une entreprise qui fait 350-400 employés. Donc dans le centre-Bretagne, c'est un enjeu social particulièrement important. Et une entreprise qui a capitaux belges, qui, on peut imaginer une entreprise de 400 personnes située en plein centre-Bretagne, assez loin des axes de circulation, avec des actionnaires qui aimeraient mieux les voir un petit peu plus loin. Bon, ils ont le directeur de cette entreprise est très attaché au territoire et a convaincu ses actionnaires d'investir 30 millions d'euros pour moderniser l'usine, donc gage de pérennité pour l'usine, pérennité pour les emplois, etc. Il est attaqué au tribunal administratif par une association environnementale, une petite association environnementale, et surtout menacé d'un recours beaucoup plus important par une grosse association environnementale de Bretagne qui s'appelle Eau et Rivières de Bretagne, et qui peut faire très très mal, parce que attaquer au tribunal administratif, ça voulait dire grosso modo 2 ans de procédure, donc l'impossibilité d'engager les travaux, et des actionnaires belges qui recommencent à penser éventuellement que c'est peut-être pas une bonne idée de rester là. Donc il m'interpelle, sachant que, en dehors de mon expérience de la RSE, j'ai aussi l'expérience de l'entreprise, puisque je fais partie des députés qui ont quand même un long passé d'entreprise, puisque j'ai fait quand même 35 ans d'entreprise, donc j'avais déjà un petit peu la confiance du chef d'entreprise, ce qui est quand même quelque chose d'important au départ. Et d'un autre côté, j'étais en relation assez régulière avec un certain nombre d'écologistes et d'associations environnementales avec lesquelles j'avais déjà travaillé sur d'autres parties du territoire, même si c'était sur des thèmes beaucoup moins importants, qui engageaient moins, en tous les cas, les enjeux étaient moins importants. Donc j'ai donc pu contacter de cette manière l'association Eau et Rivières de Bretagne et poser avec eux les enjeux. Parce que pour eux, l'enjeu, il est environnemental, simplement. Pour moi, il est aussi social. Pour le directeur de l'entreprise, il est économique. Donc c'est des enjeux qui peuvent se contredire, mais en même temps qu'il faut arriver à faire vivre ensemble. Et surtout, j'ai réussi à obtenir, ce qui était pratiquement fou dans l'ambiance de l'époque, qu'ils arrivent à se rencontrer. Parce que les recours au tribunal administratif se font sans que les personnes se parlent. Donc c'était quand même assez extraordinaire. Une rencontre donc, que j'ai présidée avec des représentants de l'entreprise et des représentants de Eau et Rivières de Bretagne,
sur terrain neutre, parce qu'il faut faire très attention, à 200 km, à Rennes, à 200 km du lieu de l'usine, sur terrain neutre, donc, et qui leur a permis de se parler pour la première fois. C'était la première fois qu'ils se parlaient. Donc, je peux vous dire que ce jour-là, le maître mot, c'était pas vraiment le mot confiance. Les premiers échanges ont été assez tendus, on va dire. Mais à la fin de cette première réunion, ils échangeaient les cartes de visite et le dialogue était posé. Et bon, alors les choses ne sont pas toutes faites comme ça, pas aussi simplement que je vous le raconte, parce qu'il a fallu, je synthétise, mais après plusieurs réunions, on est arrivé finalement à faire en sorte que Eau et Rivières de Bretagne acceptent de retirer ce recours. Et j'étais encore au téléphone hier soir avec le directeur de l'entreprise, et je pense que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, ils vont pouvoir engager les travaux et donc pérenniser la vie de l'entreprise. Et en même temps, Eau et Rivières de Bretagne a obtenu un certain nombre d'avancées environnementales de la part de l'entreprise aussi pour respecter leurs engagements à eux. Et donc, voilà. Donc je crois que c'est un exemple concret qui est assez parlant de ce que peut faire aussi un député dans son rôle de médiateur local. Et c'est forcément, ça m'amène à mon deuxième thème, je ne sais pas si, j'espère que je suis encore dans les temps, pour vous parler un petit peu d'un engagement politique fort sur lequel je suis engagé depuis le début du mandat, puisque j'ai été 35 ans en entreprise, mais j'ai été aussi délégué syndical dans l'entreprise où j'étais. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je me suis retrouvé dans la commission développement durable. Donc le lien était fait, responsabilité sociale, environnementale des entreprises, et ça a été un engagement tout de suite assez fort. Et donc je fais partie moi aussi de la plateforme, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui regroupe les organisations patronales, syndicales, les ONG, la société civile en règle générale, les médiateurs d'ailleurs aussi, qui y sont. Et puis, donc voilà, donc un endroit où justement il faut beaucoup de médiation aussi. Et puis la RSE, pour moi, fait écho justement à toutes ces problématiques et constitue un levier de création de confiance. Alors, à la condition qu'elle soit mise en œuvre avec sincérité et non pas, comme on l'a reproché pendant très longtemps, comme un outil de greenwashing. Je crois que c'est une précision liminaire importante parce que dans ce cas-là, l'effet, il est au contraire clairement contre-productif. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on envisage les choses. Et parmi les concepts essentiels qui sont mis en application au travers de la RSE, il y en a un qui est particulièrement important, c'est celui de partie prenante. Alors entendu comme l'ensemble des acteurs concernés, directement ou indirectement par les activités d'entreprise. Et ces parties prenantes peuvent être internes, ce sont les dirigeants, les salariés, les filiales, les actionnaires aussi, qu'il ne faut pas oublier, ou externes, qui sont les sous-traitants, les fournisseurs, mais aussi les clients, mais aussi les riverains éventuels, mais aussi les ONG, comme dans l'exemple que je viens de vous citer avec l'entreprise Ardo. Et cette notion de partie prenante s'impose, je crois, aujourd'hui de plus en plus comme une notion incontournable, notamment grâce à la définition de la RSE proposée dans la norme ISO 26000, que je vous lis, et qui parle de responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, et se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé ou au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte bien évidemment les lois en vigueur et est compatible avec les normes environnementales internationales, et puis qui est intégré enfin dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ces relations. En se comportant de façon vertueuse, l'entreprise crée de la confiance. Et pour obtenir la confiance de l'association dont je vous parlais tout à l'heure, il a fallu aussi que l'entreprise prouve qu'elle se comportait de manière vertueuse. Mais si elle crée de la confiance, c'est important pour elle, mais c'est important pour elle économiquement aussi. Parce que la non prise en compte des parties prenantes, et là il pourrait y avoir des tas d'exemples, peut coûter très très cher à une entreprise. Et là, des exemples concrets, on pourrait en avoir à l'appel. Il y en a des très grands exemples dont tout le monde peut avoir en tête. Moi, en tant que Breton, il y a Erika, avec Total en particulier, mais beaucoup d'autres exemples peuvent venir. En tout cas, lorsqu'une entreprise adopte un comportement économique ou social qui est considéré par inacceptable par une ou plusieurs de ses parties prenantes, celles-ci peuvent se regrouper et engager des actions qui peuvent mettre en péril la bonne marche de l'entreprise, voire sa survie dans certains cas. Donc l'exemple de l'entreprise que je vous ai cité.
Mais on pourrait prendre effectivement l'exemple de certaines grèves médiatisées de ces derniers temps qui ont été particulièrement suivies. Le capital immatériel de l'entreprise, et ça c'est quelque chose d'important aussi pour les chefs d'entreprise, c'est à commencer donc par son image de marque, peut être durablement impacté par un conflit de ce type, d'où l'importance, et c'est vrai à l'international, hein, tout le monde a en tête le Rana Plaza par exemple, qui a impacté l'image quand même d'un certain nombre d'entreprises françaises et européennes. D'où l'importance croissante pour les entreprises d'agir en amont, en essayant, en veillant à entretenir un climat de confiance et de dialogue avec leurs parties prenantes. Alors, cela posé, ça ne résout pas les problèmes totalement. De nombreuses questions restent en suspens. Comment l'entreprise doit-elle identifier ses parties prenantes? Les parties prenantes externes sont-elles toutes légitimes à être consultées? Et dans quelles conditions? Comment leur rôle s'articule-t-il avec celui des parties prenantes internes? Parce que c'est aussi parfois des conflits. Et comment s'organise le dialogue? Sous le contrôle de qui? À l'initiative de qui? Voilà, dans l'exemple où j'étais, par exemple, c'était le député. Ce n'était pas un médiateur professionnel, mais ça peut être voilà, à l'initiative de qui? En tous les cas, je crois que c'est un chantier en cours, mais un chantier d'avenir sur lequel les élus et les responsables politiques se doivent vraiment d'avancer. Parce que si la création de confiance passe nécessairement par une meilleure prise en compte des parties prenantes par les entreprises, comme je viens de vous l'expliquer, on ne peut pas non plus totalement se contenter de se fier aux bonnes pratiques de certaines entreprises et aux seules lois du marché. D'ailleurs, dans certains domaines, le dialogue est déjà institutionnalisé et formalisé. On peut penser, par exemple, et j'étais confronté à cet exemple dans celui que je viens de vous citer, le dispositif d'enquête publique, par exemple. Donc sans pour autant chercher à réglementer, même si je n'oublie pas que je suis législateur, mais sans pour autant chercher à réglementer dans le détail les modalités de dialogue entre parties prenantes et entreprises, le législateur et les élus ont, je crois, la responsabilité de veiller à ce que le dialogue progresse, que la confiance s'installe et puis s'impose progressivement comme une manière normale et standard, on va dire, de se comporter en affaires. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, ce matin, sur ce sujet de la confiance. Voilà. Merci à vous. Guillaume Agrome, élève manager à l'ISMAP. Ma question s'adresse à monsieur le député Noguès. Quand on voit les petits patrons venir manifester dans la rue, est-ce qu'aujourd'hui la confiance pour les entreprises ne passe-t-elle pas d'abord dans la confiance dans le gouvernement plutôt qu'avec d'autres parties prenantes? Merci. C'est la question que j'aurais préféré éviter. Non, mais la confiance, elle est générale. Je crois qu'effectivement, c'est un climat global dans la société qui se pose. Je veux dire, c'est vrai pour les petits patrons, c'est vrai pour les entreprises en général. Je veux dire que c'est difficile pour moi de répondre à ça, parce que je veux dire, c'est comment on l'a créé, cette confiance-là. Je veux dire, moi, je vous donne des exemples de ce que je peux faire, ce qu'on peut faire sur le terrain avec des acteurs concrètement dans les choses. Mais créer un climat de confiance dans le pays, c'est bien évidemment de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des entreprises en particulier. Mais je crois que c'est de la confiance de tout le monde. Les entreprises aussi ont un rôle à jouer dans la création de confiance vis-à-vis aussi vis-à-vis du gouvernement aussi. Hein. Donc les deux sont liés. Je veux dire, si le gouvernement doit créer un climat de confiance, il doit y répondre à un autre climat de confiance de l'autre côté. Donc c'est un cercle un petit peu vicieux, mais je crois que je ne veux pas aller plus loin sur ce sujet-là parce que c'est vertueux. Voilà, à Paris, vous êtes connu dans le monde politique comme l'homme qui s'est présenté contre Rachida Dati, dont vous avez été, je cite un titre de l'hebdomadaire Le Point, vous avez été le cauchemar de Rachida Dati. Alors vous êtes conseiller municipal de cet arrondissement, vous n'êtes pas ici en qualité d'élu parisien, mais au titre du Conseil économique et social et environnemental, où là vous êtes tout le contraire, du moins je l'espère pour lui, tout le contraire du cauchemar du président Jean-Paul Delevoye, puisque vous êtes son directeur de cabinet. Un rôle de premier rang, car, outre l'importance que tient le CESE dans la vie des institutions, ce conseil est également, je ne dirais pas une entreprise, mais pour le moins un collectif de travail, dans lequel œuvrent
D'une part, les quelques 233 conseillers qui représentent les forces vives de la nation, mais aussi 145 fonctionnaires permanents et des contractuels spécialisés. Organiser, harmoniser, donner du sens à l'ensemble des travaux de ce Conseil, ce n'est pas une chose aisée. Et là aussi, la question de la confiance à établir est tout autant au premier plan. C'est donc sur ce thème que je vous donne la parole. Merci, Monsieur Potritier, merci Gabriel et merci Isabelle de nous accueillir, parce que vous avez oublié, si je peux me permettre, être un cauchemar c'est une chose, mais un des moments de mon parcours qui me reste à l'esprit et qui a toujours été pour moi un moment passionnant, c'était la médiature de la République. Et c'est plutôt à ce titre, j'imagine, que Gabriel a l'amitié de me réinviter chaque année. C'est vrai que lorsque Jean-Paul Delevoye était médiateur de la République, nous avons essayer de recréer ce lien de confiance entre nos concitoyens et les institutions de la République. Et je rejoins totalement les propos de Mme Chapdelaine. Alors effectivement, on parle de confiance, mais lorsque l'on regarde le dernier baromètre du Cevipof, les chiffres sont graves. Lorsque je lis la confiance envers les autres, les Français ont 94% confiance dans leur famille. Formidable. 94% confiance dans les gens qu'ils connaissent personnellement. Formidable. 40% confiance dans les gens qu'ils rencontrent la première fois. Première interrogation. Lorsqu'on parle de niveau de confiance dans les organisations, les Français ont une totale confiance dans l'hôpital, dans l'armée, dans la police, dans l'école. Les partis politiques sont à 11%, les syndicats sont à 15%. C'est-à-dire que notre démocratie sociale et notre démocratie politique aujourd'hui est dénigrée, voire rejetée par les Français. Pascal Perrineau, la semaine dernière, à un colloque que nous organisions au Conseil économique et social, nous disait même que dans un dernier sondage, c'est la haine des politiques. C'est même plus la confiance dans les politiques qui n'existe plus, la haine des politiques. Et on a fait répéter à Perrineau, mais est-ce que c'est vrai? Et Perrineau disait, c'est dramatiquement vrai. Et on le voit dans le fonctionnement de notre démocratie. Si on regarde depuis 2009, les Français avaient à peu près confiance dans notre démocratie, ils pensaient qu'elle marchait bien à 50% en 2009. Il y a eu un pic après l'élection présidentielle de 2012 avec un espoir qui est remonté à 54%. Et une chute globale maintenant, 30% de nos concitoyens ont confiance dans les institutions et dans la politique et la démocratie française. Alors je ne veux pas vous abreuver trop de chiffres, mais il y a quand même un chiffre qui peut rassurer, c'est dans les institutions politiques. Les Français ont confiance dans leurs institutions municipales. Le maire reste à 70% quasiment l'homme en qui on a le plus confiance. Le conseil régional, 50%. Le Sénat, 38%. L'Assemblée baisse à 36%. L'institution que je représente à 29%. Le gouvernement à moins de 20%. Donc, quelle est cette signification? Confucius disait, lorsque des disciples m'interrogeaient, quelles sont les trois grandes forces nécessaires pour la réussite d'un peuple? La nourriture pour les nourrir, les armes pour les défendre et la confiance dans ses élites. Et le disciple demandait, mais sur les trois, laquelle il faudrait garder? Et Confucius disait, il faut garder uniquement la confiance dans ses élites. Or, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une société de défiance, de déception, et le dialogue social que nous essayons de pratiquer au Conseil économique fait partie de ces chantiers compliqués, difficiles. Lorsque vous avez des postures qui sont prises à l'extérieur, entre le MEDEF, la CGT, entre la CGPME et puis la CFDT, entre la FNSEA et le France Nature Environnement, et que vous voyez qu'à l'intérieur d'un même lieu clos, ils réussissent à se parler, ils réussissent à construire des choses, ils réussissent en toute confiance à travailler ensemble, la posture extérieure l'emporte malheureusement sur le travail intérieur. Et c'est une de nos analyses que Jean-Paul Delevoye essaie de développer, c'est que notre société actuellement n'est pas en crise, elle est en métamorphose. Si on prend trois grands événements, 95, la campagne du président Chirac était sur le thème de la fracture sociale. Comment je fais pour vivre avec l'autre et pour travailler avec l'autre? Campagne de 2002, la campagne électorale de 2002 était basée sur les problématiques de sécurité. Comment je fais pour vivre en me protégeant de l'autre?
C'est-à-dire qu'on a basculé en 7 ans de temps d'un climat de confiance et d'espoir dans le pays à un climat de méfiance et de défiance vis-à-vis de l'autre. Campagne de 2012, c'était pas, et je suis désolé de le dire à cette tribune, c'était pas une campagne d'adhésion pour un candidat contre un autre candidat, c'était une campagne de rejet d'un candidat et d'adhésion par défaut à un autre candidat. Et on s'est retrouvé dans une situation où on avait un président de la République qui était totalement clivant, qui était M. Sarkozy, a aujourd'hui une autre situation où un président de la République a aussi clivé en mettant dans la rue des gens, à tort ou à raison, parce qu'il y a eu des têtes sociétaux qui ont fait cliver notre société. Donc on se retrouve dans une situation où le pays a besoin de retrouver sa confiance, de retrouver sa confiance dans les élites, de retrouver sa confiance dans notre pacte républicain. Quand vous rencontrez des gens, à la médiature nous l'avons fait, au Conseil économique nous les rencontrons régulièrement. Aujourd'hui, la solidarité intergénérationnelle est en train d'être réduite. Les jeunes nous disent, attendez, vous nous avez laissé un pays dans quel état? Problème de retraite, problème de protection sociale, problème d'environnement. Est-ce que vous pensez que nous, on paiera pour les bêtises sur lesquelles vous avez travaillé pendant 30, 40 ans, toute majorité confondue? Il y a actuellement dans l'état d'esprit de notre jeunesse un état d'esprit de plus en plus contestataire par rapport au pacte républicain issu du Conseil national de la résistance. Chose des territoires, on remet de plus en plus en cause la solidarité territoriale. Aujourd'hui, on se retrouve avec les régions riches qui disent « mais pourquoi je paierai pour les régions pauvres ?» avec les régions urbaines qui disent « mais attendez, moi les territoires ruraux, ce n'est pas forcément mon problème », avec des situations sociales variables, avec des régions qui sont totalement sous l'emprise de l'aide sociale et des régions qui sont totalement sous l'emprise de l'entreprise. De même, les choses des identités. Nous avons de plus en plus de clivages religieux dans notre pays. Et le drame qui s'est passé encore il y a quelques jours à Créteil montre bien que nous sommes dans une sensibilité exacerbée entre certaines communautés religieuses. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, un couple, parce qu'il est d'origine juive, se fasse agresser à son domicile. C'est totalement inacceptable. De même, on a un choc de confiance des Français par rapport à leurs concitoyens. Le Crédoc a sorti la semaine dernière un chiffre. 64% des Français pensent que s'ils le voulaient vraiment, les chômeurs pourraient trouver un boulot. C'est-à-dire qu'on est plus en train de se dire il est chômeur, c'est un feignant, plutôt que de dire il est chômeur, il faut l'aider, l'accompagner et essayer de lui trouver une solution à sa situation précaire. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit de plus en plus où on se referme sur soi, où on se renferme totalement sur une sorte de racisme d'assiette, en disant ce que j'ai dans mon assiette, déjà j'ai eu du mal à l'avoir, il est hors de question que je le partage. Alors que paradoxalement, on n'a jamais eu autant d'élan de solidarité sur les restos du cœur, les banques alimentaires, et vous allez voir la semaine prochaine sur le Téléthon. Donc on est dans une situation paradoxale avec le derrière la fin des idéologies, la chute du mur de Berlin, la chute de Lehman Brothers, le libéralisme, le communisme, deux grandes idéologies ont chuté complètement. Les Français qui se retrouvent aujourd'hui avec des hommes politiques qui, quand ils sont dans l'opposition, disent l'inverse de ce qu'ils font quand ils sont dans la majorité, et quand ils sont dans la majorité, font l'inverse de ce qu'ils ont dit quand ils sont dans l'opposition. Donc on se retrouve dans une situation où les Français se posent des questions, s'interrogent, observent. Nous avons tous des smartphones, plus rien ne peut échapper. Et lorsque vous avez l'affaire Bill Malion d'un côté, ou de l'autre côté l'affaire Cahuzac ou l'affaire de M. Thévenoud, qui avec naïveté, j'espère, dit qu'il a une phobie administrative, je peux vous dire que moi, au Conseil économique et social, quand je rencontre le patron de l'UPA, les artisans, ou le patron de la CGPME, eux, ils me disent, mais attendez, nous, on a l'URSSAF, on a l'hygiène et la sécurité, on a les impôts, la phobie administrative, ce n'est pas un luxe qu'on peut se payer. Et donc cette confiance dans les élites fait que les hommes politiques et les femmes politiques aujourd'hui ont une responsabilité énorme par leur comportement, par la transparence et par la nécessité qu'ils ont de montrer aux pays qu'ils ne sont pas là pour jouir du pouvoir, mais pour exercer le pouvoir. Qu'ils sont là pour en faire quelque chose, qu'ils sont là pour avancer, qu'ils sont là pour travailler pour les Français. Et c'est la même situation que nous connaissons au Conseil économique et social et environnemental avec les syndicats. Aujourd'hui, c'est une journée importante dans la démocratie sociale, c'est le vote de la fonction publique. 5 millions de fonctionnaires sont appelés à voter pour leur représentation syndicale. Nous attendons avec impatience de voir le taux de participation ce soir et les résultats de cette élection. Parce que si je parlais des politiques, les syndicats, ce n'est pas mieux. La confiance dans le monde syndical a complètement disparu. Nous ne sommes pas l'Allemagne, nous ne sommes pas la Suède, nous ne sommes pas les pays anglo-saxons, nous sommes malheureusement la France
Et les Français, aujourd'hui, se disent, mes syndicats, quand on voit l'affaire de M. Le Pen, quand on voit ce qui se passe dans d'autres syndicats, pourquoi leur faire confiance? Et là aussi, il faut restaurer le syndicat, il faut restaurer le politique. C'est tout le combat que Jean-Paul Delevoye veut mener et essaye de faire à travers l'action du Conseil économique, en disant il faut recréer des chantiers républicains. Mettre autour de la même table des parlementaires de droite, des parlementaires de gauche, et partir sur les vrais sujets. Problème de fiscalité, on pose le débat, on voit les solutions de droite, on voit les solutions de gauche, et on avance. Problème d'énergie pour les 20 ans ou 25 prochaines années, on pose le débat, même schéma. Problème d'éducation nationale, on pose le débat, même schéma. Et que l'on arrive enfin à avoir sur ces chantiers républicains des solutions qui puissent être réfléchies, adaptées et organisées entre la droite et la gauche, et qu'ensuite le gouvernement de droite la mette en place, le gouvernement de gauche la mette en place, mais lorsque l'on change de gouvernement, on ne se retrouve pas dans une situation, parce que M. Sarkozy a fait des choses, M. Hollande fait l'inverse, et parce que M. Hollande a fait des choses, demain, M. X ou Y fera l'inverse. Ce n'est pas comme ça que l'on peut traiter la gestion de notre pays et la confiance. Et je vais conclure en disant un mot. Nous avons la semaine prochaine, au Conseil économique et social, une réunion internationale sur les États de la France. Et nous aurons tous les grands patrons des filiales internationales d'entreprises étrangères qui sont en France. Deux exemples. L'année dernière, le groupe Esso, américain, devait investir 1 milliard d'euros en Europe. Ils avaient le choix entre Le Havre et Rotterdam. Ils sont partis à Rotterdam. On leur a demandé, mais pourquoi? Parce qu'en France, vous êtes un pays à risque. Comment c'est un pays à risque? Vous n'avez pas de stabilité fiscale, vous n'avez pas de stabilité sociale, vous n'avez pas de stabilité réglementaire. Nous, actionnaires américains, on préfère investir dans un pays dans lequel on ne risque pas de perdre nos billes. On a perdu un investissement sur Le Havre d'1 milliard d'euros. Et donc, on se retrouve dans une situation où il faut redonner confiance à l'étranger, il faut redonner confiance aux Français, il faut redonner confiance à nos concitoyens. Et c'est pour ça que je sors un peu du thème de la médiation, et j'en suis désolé, mais vous m'avez invité pour parler de ce que Jean-Paul Delevoye défend comme sentiment. Le problème n'est pas de droite ou de gauche. Le problème est que les Français aujourd'hui ont besoin d'avoir des hommes et des femmes politiques responsables, des syndicalistes responsables qui se mettent autour de la table et qui disent la France est en situation de crise, comment on fait les uns et les autres de façon intelligente pour recréer la confiance. Bonjour, Georges Gosselin, étudiant à l'ISMAP. Madame la députée, monsieur le député, ma question s'adresse peut-être un peu aux deux. Vous avez, Madame la députée, parlé de la démocratie participative qui partait plutôt du citoyen, quand monsieur Leroux lui disait qu'il fallait que les élites regagnent la confiance du peuple. Je me demande si ce n'est pas aussi peut-être les élites qui devraient abandonner une partie de la défiance. Je pense à un cas concret, la négociation du traité transatlantique. On ne sait pas vraiment qui le négocie. Et il y a eu une tentative cet été de communication de la part de la Commission européenne avec une séance par Twitter qui a fini avec une grande leçon d'arrogance des gens qui représentaient l'Europe pour négocier. Est-ce que dans le cas de négociations aussi importantes ou pour des enjeux vraiment qui touchent donc toute l'Europe, qui sont beaucoup plus forts, ne faudrait-il pas qu'il y ait peut-être plus de participation du citoyen par, non pas une nomination, mais en tout cas des élections pour certains membres de ce genre de comité? Merci. Bon, Monsieur Carèche. non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, c'est l'objectif du ministre actuel, Matthias Fekl, que de ouvrir, en tous les cas en termes d'information, les éléments de cette négociation au grand public et à tous ceux qui s'y intéressent. La difficulté dans ce type de négociation, et là il faut assumer aussi un certain nombre de choses, c'est qu'il peut y avoir des éléments un peu confidentiels qui sont nécessaires à la réussite même de la négociation. Bon. Donc il est toujours difficile, effectivement, d'assurer une totale transparence. Et en disant cela, je mesure évidemment que cette opacité, elle entretient le doute sur la négociation elle-même. Maintenant, je crois qu'il y a eu une prise de conscience assez forte au niveau européen de cette problématique. Et donc, la France a demandé que les éléments de cette négociation soient publics. Bon, alors, je pense que les choses sont prises en compte. Alors, moi, je suis tout à fait favorable à ce
qu'on appelle la démocratie participative, en tous les cas, au fait qu'on associe beaucoup plus les citoyens. On pourrait le faire tout à fait ici, hein, beaucoup plus au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je serais tout à fait d'accord qu'on peut le faire en plus avec des outils informatiques, Internet, etc., et de communication très développés. On pourrait très bien ouvrir une phase de consultation sur tous les projets de loi. C'est vrai que Maria Chapdelaine l'a dit, quand on est rapporteur, on procède à des auditions nombreuses. Il y a un travail très important qui est fait. Mais on pourrait aussi ouvrir beaucoup plus ce travail aux citoyens qui a envie tout simplement de donner son point de vue sur tel ou tel projet de loi. Voilà, je pense que là, il y a sans doute un champ très très important et je trouve qu'il n'est pas assez pris en compte. Et on est dans des fonctionnements institutionnels qui restent, à mon avis, beaucoup trop fermés. Bon, par ailleurs, il y a un autre problème. C'est un problème de temps, de temporalité, notamment dans l'élaboration de la loi. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'élaboration est aussi importante que ce qui est décidé d'un certain point de vue. C'est-à-dire que l'élaboration de la loi, elle doit être totalement, comment dirais-je, partie prenante de la loi elle-même. Pourquoi ? Parce que si on n'élabore pas bien la loi, on a un petit problème, c'est lorsqu'on l'applique. C'est ça le sujet. On voit que le nombre de lois qui sortent d'ici ne sont pas toujours très applicables. Un petit débat, là, par exemple, qui traîne sur la pénibilité. Je ne cherche pas du tout à prendre parti. Je suis fier d'avoir voté cette loi, donc je n'ai pas de problème sur le principe. Mais on peut multiplier les exemples. Sans doute parce que la loi est faite de manière beaucoup trop rapide, que nous-mêmes nous sommes soumis à un bombardement législatif. Je vous ai dit, moi, je suis rapporteur du fameux DADU, là. Le nombre de sujets qui sont traités dans ce texte de transposition est absolument considérable. Et aurait mérité sans doute beaucoup plus de temps, etc. Donc il y a cette problématique qui doit être prise en compte. Et alors le Conseil économique et social, environnemental, fait un gros travail d'ailleurs là-dessus. Il y a une articulation à rechercher aussi par rapport à cela. Je crois que beaucoup de la défiance des citoyens qui a été évoquée, il y a évidemment les problématiques de corruption, tout simplement, qui existent. Il ne faut pas les nier. Je pense que d'ailleurs sur ce plan-là, on a plutôt progressé ces dernières années, avec un paradoxe d'ailleurs, c'est que quand on progresse sur ces questions, il y a un effet de révélation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui ont des problèmes avec la justice ou avec un certain nombre d'institutions. Alors évidemment, quand ils n'en avaient pas, ça ne se voyait pas. Maintenant qu'ils en ont, ça se voit. Bon, ce qui est important, ce n'est pas tellement de miser sur la vertu des hommes et des femmes, parce que malheureusement, on sait que c'est assez aléatoire, mais de miser plutôt sur des systèmes qui permettent de sanctionner ceux qui se comportent de manière extrêmement choquante. Mais par ailleurs, il y a à travailler beaucoup sur les conditions dont la démocratie fonctionne et dont les décisions sont prises. Donc je suis d'accord avec l'intervention de l'ISMAP, école que je connais bien par ailleurs. Merci. Oui. Il veut parler. Monsieur Leroux. Oui, deux mots rapides. Je n'ai pas évoqué le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, mais dans le sens de ce que vient de dire Christophe Carrès, nous, nos avis sont adoptés par les partenaires sociaux qui se réunissent en commission, etc. Et tous nos travaux de commission, nous mettons en place des plateformes participatives. C'est-à-dire que chaque citoyen peut, lorsqu'un texte est en discussion chez nous, apporter sa contribution. Après, le rapporteur prend ou ne prend pas selon la pertinence de la contribution, et ensuite peut être intégré dans les avis du Conseil qui ensuite sont transmis au Parlement et au gouvernement.
Et deuxième chose que je voulais vous dire aussi, et Christophe Clarèche m'y fait penser, il y a eu un rapport très intéressant qui a été fait par Mme Laure de la Rodière, députée, et M. Mandon, avant qu'il devienne ministre de la Simplification, soit la Simplification, qui suggérait que sur toutes les études d'impact qu'il y a dans les projets de loi et propositions de loi, on puisse demander au Conseil économique, social et environnemental, qui rassemble l'ensemble de la société civile, de donner un avis sur les études d'impact. Et c'est quelque chose sur lequel nous militons et nous serions très preneurs si le législateur voulait nous le donner. Gabrielle, tu as la parole. Georges, moi tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais demander à mon voisin si dans son sondage concernant la confiance, il y avait la médiation. Non. Alors le jour où on aura effectivement un sondage sur la médiation, même si on est à 11% de confiance, nous serons heureux. Ça veut dire qu'on parlera de nous. Ça, c'est important. Bon, tant pis. Alors moi, je reviens au sujet principal, puisque c'était la table ronde sur confiance en soi, confiance en l'autre. Et j'ai une phrase de Goethe qui me semble être intéressante parce que c'est le sujet en fait. Aie confiance en toi-même et tu sauras vivre. Et franchement, la question de la vie, c'est bien de cela dont il s'agit là aujourd'hui avec la confiance et la vitalité que peut créer cette confiance. Et en fait, la vie nous offre dans la réalité deux possibilités. La défiance ou la confiance. Alors là, je vais encore une fois prendre appui sur un grand homme, le cardinal de Retz. Personne ne va le contester, n'est-ce pas? Et il écrivait « On est plus souvent dupé par la confiance, par la défiance... » Oh, pardon. Oh, lapsus. Le lapsus est intéressant. Vas-y, reprends. Un peu de médiation, Gabrielle. Allez, oui, oui. Dupé par la défiance que par la confiance. Vous voyez, c'est le mot confiance qui me vient instantanément à la tête. Et puis, nous n'oublions pas que nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est la raison pour laquelle je peux imaginer que, comme moi, vous choisirez la solution de la confiance qui semble être la meilleure porte. Alors, je vais revenir sur la médiation, puisque c'est pourquoi... Je suis ici sur cette table ronde. Alors, en médiation, alors je vais me permettre de vous faire une petite définition courte. Donc, c'est un processus, d'abord, coopératif, extrêmement intéressant, l'idée de la coopération, de prévention, donc ce n'est pas simplement le règlement des différends, mais vraiment la prévention aussi, donc en amont, de prévention et de règlement des différends par les parties elles-mêmes. C'est cela qui est intéressant, c'est-à-dire que les personnes sont amenées à se responsabiliser sous la conduite d'un tiers compétent, le médiateur. Donc, en médiation, disais-je, et là je reprends le terme de confiance, donc, que les Grecs, d'après Emmanuel Nall, appelaient le beau risque à courir. Et je trouve que cette périphrase est vraiment intéressante. Le beau risque à courir, c'est celui que prennent en fait les personnes qui décident d'aller régler leurs problèmes en médiation, déjà. Et pour ces personnes-là, la confiance doit exister au moins à 3 niveaux. Premièrement, elles doivent avoir confiance en elles-mêmes, c'est-à-dire en leur capacité à pouvoir, par elles-mêmes, régler le problème. La deuxième confiance dans le processus. S'il n'y a pas confiance dans le processus, on ne va pas en médiation. Troisièmement, il y a un minimum de confiance qui est accordé aux médiateurs. Alors, j'ai entendu que les Français avaient 100% confiance dans les chirurgiens. Effectivement, c'est un peu comme en chirurgie. On y va, le médiateur, on espère que c'est vraiment le tiers compétent. Alors, celui-ci, il doit faire un petit peu de travail quand même. Lui aussi, il doit avoir confiance, le médiateur. Il doit avoir confiance dans son savoir-faire, bien sûr, mais aussi, il doit avoir un maximum de savoir-être. Ça, c'est important. Pour pouvoir adopter une posture que l'on appelle la posture du médiateur, la posture de médiation. Et puis aussi, il doit avoir cette capacité qui est vraiment indispensable de faire confiance aux personnes qui viennent en médiation. Même si ces personnes-là émettent des doutes, il faut qu'ils aient confiance et vous allez voir, ça marchera.
Dans la réalité, effectivement, c'est moins joyeux. Les personnes ne viennent pas tout à fait spontanément, hein, vous le savez bien. Donc les personnes, elles sont souvent pétries de doutes, des j'y vais pas. Même nous, les médiateurs, nous n'avons pas, parfois, le premier réflexe n'est pas aller dans médiation. Donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes ont des doutes, c'est normal. Elles ont même parfois pas mal de défiance par rapport au processus, qui est mal connu. Effectivement, même en droit, la loi ne définit pas le processus. Donc, on fait ce qu'on peut. Bon, mais en fait, on a un processus qui est défini par nos écoles et chacun s'organise. Ils viennent en médiation, donc, parce qu'ils sont plus ou moins contraints, à la fois par la famille. Ça peut être le juge aussi qui crée une contrainte, leurs conseils, leurs voisins, etc., etc. Alors, le travail du médiateur est alors vraiment, vraiment très important, car le pilier de la médiation, c'est vraiment la confiance. C'est vraiment de par là que les choses vont pouvoir s'organiser et pouvoir se faire de manière intéressante et optimale pour les personnes qui sont présentes. La confiance, c'est vraiment le terreau de la fertilité qui permet le changement. C'est aussi, tu sais, ces gouttes d'huile dans les rouages, dans les rouages de la relation, qui vont permettre à la fois une écoute active. Alors, on est très sensibles, nous, les médiateurs, à active, l'écoute active, et également l'aboutissement qui est une compréhension du problème vu par l'un comme par l'autre. Le médiateur, lui, donc, il a le devoir de construire un espace de médiation. Donc, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu M. Noguès qui parlait d'espace qui était neutre. Ben, nous aussi, on est dans un espace de neutralité. On peut l'appeler l'arène authentique, qui favorise en fait physiquement le confort des personnes, leur sentiment de sécurité, et psychologiquement cette capacité à pouvoir parler et pouvoir en fait se parler. En fait, il y a indubitablement au démarrage un besoin de créer la confiance. Alors, il y a une phrase qui dit édicter quelques règles, puis faire confiance. C'est vraiment ce qui convient bien au médiateur. Au départ, il met en place les règles de médiation, et puis il doit faire confiance. Mais ça, c'est tout un art. Et cet art est facilité aussi par la confidentialité. On est dans la confiance, là aussi. Cette confidentialité des échanges, dont l'exigence, alors ça c'est absolument indispensable, c'est la bonne foi des personnes, donc acteurs de la médiation. Je répète, c'est vraiment un élément qui est absolument incontournable pour qu'il puisse y avoir tout simplement médiation. Le médiateur, par ses compétences, va conduire donc les personnes à passer de leur position à leurs intérêts et leurs besoins, satisfaire et cela vers des éléments qui sont purement objectifs. Et donc, pour cela, il faut que tombe, et là je reviens à un thème qui est cher à Dominique Morel, il faut que tombe le pouvoir personnel sur l'autre pour aller vers un pouvoir collectif avec. Donc, ce pouvoir avec va permettre ce que je vous disais tout à l'heure, la coopération, c'est-à-dire un agir ensemble en vue de co-construire une nouvelle réalité. En fait, cette confiance retrouvée en soi, en l'autre, qu'elle soit partielle ou totale, elle est alors bien présente. Je presque fini. La médiation donc, a le pouvoir d'insuffler une éthique comportementale des échanges qui ne peut donc être réalisée que parce qu'il y a confiance. Et tout au long du processus, on va passer de la confiance personnelle à la confiance interpersonnelle et ou collective, qu'elle soit recherchée et ou négociée. Et chaque médiation, quelle qu'elle soit, crée, et ça c'est important, de micro-effets pédagogiques. Et lorsque nous, médiateurs, avons l'impression que rien ne se passe, rien n'évolue au niveau de la médiation, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, dans la réalité, par capillarité, mais aussi exemplarité, parce que ça a été un terme qui a été dit, et je pense que c'est vraiment un terme important, il
il est possible d'avoir donc des effets macro permettant d'imaginer la réalisation de l'espoir d'un changement de paradigme culturel, celui d'une société responsable. Et ce changement aura lieu grâce à la confiance en soi, en l'autre. Et puis, sans confiance, la vie est-elle possible? Qu'en pensez-vous? Eliane Zarine, présidente de la commission de la médiation de la consommation. Je voudrais apporter juste une toute petite complémentarité par rapport à ce que vient de dire Gabriel, qui a posé une question à M. Leroux au niveau d'un sondage. Alors je voudrais simplement vous donner une information. La commission de la médiation a fait un colloque en septembre 2011 qui s'appelait « La confiance retrouvée ». Et je vous engage à aller sur le site de la commission de la médiation et vous y trouverez un sondage qui a été fait par le CREDOC concernant justement la médiation. Alors, le homme, femme, combien, êtes-vous au courant, connaissez-vous la médiation, quel secteur, vous trouverez tout ça sur le site de la CMC en tapant www.médiation-conso.fr. Merci Eliane. Aujourd'hui, ce que nous aimerions entendre, c'est ce que votre longue expérience professionnelle vous a permis d'enrichir tout au long d'un parcours au service de l'État, que ce soit au Conseil des impôts, dans les cabinets ministériels ou à la mission interministérielle de préparation des administrations publiques à l'euro. Dans toutes vos fonctions, vous avez participé ou animé des collectifs de travail. À la lumière de ce qui a été dit jusqu'à présent, et en forme de synthèse de cette première table ronde, quelles sont vos réflexions, vos remarques sur ce thème de la double confiance en soi et en l'autre? Vous avez la parole. Merci, Monsieur Potriquet. C'est un défi quand même assez délicat que vous posez là, mais je voudrais un peu m'inscrire dans la suite également de ce qui a été dit par les différents orateurs et notamment par Gabriel Planès il y a très peu de temps, pour, à partir de cette expérience que vous indiquez, souligner qu'il y a un point qui me paraît très important aujourd'hui, où on parle et où on va parler dans le cadre de la transposition de la directive et de tous les autres sujets des différents qui interpellent les différentes familles de médiation et de médiateurs. On va en parler beaucoup. Je crois qu'il y a un rôle très important des médiateurs, des clubs, des associations, de tous celles et de tous ceux qui se préoccupent de médiation, y compris au niveau des pouvoirs publics, bien sûr. C'est dans les mois qui viennent, et assez rapidement, je crois, c'est le besoin d'expliquer et de réexpliquer ce qu'est la médiation. Voyez, parce que nous sommes souvent, et là il y a beaucoup de spécialistes de la médiation, donc on prend pour acquis un certain nombre d'éléments. Or, je crois que pour le public, on parlait à l'instant de sondage, etc., ça reste, et c'est normal parce que c'est une affaire, ça reste quelque chose qui est un peu confus et général. Donc il faut absolument, pour qu'on arrive à développer la médiation, celle qui existe, les mettre en cohérence, comme le disait M. Carèche, mettre en place là où il n'y en a pas, et il y a des secteurs entiers qui ne sont pas couverts, mettre en place rapidement ces médiations d'ici la fin de l'année 2015, les textes devant paraître avant le 9 juillet, il faut absolument que tous ceux qui savent ce qu'est la médiation, qui sont intéressés par la médiation, expliquent vraiment ce que c'est. Quelle est l'utilité de la médiation, à quoi elle correspond, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas éventuellement, et que ça puisse être expliqué et compris. La médiation telle que nous l'entendons, on a la chance en France d'avoir développé au cours des dernières années des médiations dans beaucoup de secteurs. Et je considère pour ma part que la France est maintenant, non seulement elle n'est pas à la traîne dans le domaine de la médiation, mais elle est plutôt en avance
dans un certain nombre de domaines dans ce secteur de la médiation. La preuve d'ailleurs, c'est que par exemple cette directive dont M. Carèche a parlé tout à l'heure, cette directive, elle a été notamment soutenue vraiment très très fortement par la France pour qu'on généralise en effet dans toute l'Europe des dispositifs de médiation de qualité impartiale et indépendante. Donc moi, j'appelle véritablement chacune et chacun à expliquer et à contribuer à expliquer, parce que en expliquant, on créera de la confiance. Vous voyez, cette confiance dans la médiation, et d'ailleurs dans le type, dans l'esprit de la médiation, et donc une confiance plus générale, elle viendra de bonnes explications qui seront données. Alors, c'est pas si simple. Je crois qu'il faut que chacun et chacun d'entre nous réfléchisse comment communiquer et comment communiquer sur la médiation et l'expliquer. Parce que ça paraît simple, en réalité, ça ne l'est pas. Et quand on est face à quelqu'un qui ne connaît pas la médiation et qu'on lui explique, la personne ne comprend pas tout de suite et il faut utiliser les mots appropriés. Voilà. Donc là, je crois que c'est un exercice dont on a énormément besoin dans les temps qui viennent. Alors, sur deux plans, je crois qu'il faut donner ces explications. Premièrement, sur, et un certain nombre de points ont déjà été évoqués, premièrement, sur la finalité de la médiation, l'esprit de la médiation et pourquoi elle est importante et utile. La médiation, à cet égard, on peut dire que déjà, elle répond à un besoin, et à un besoin croissant dans la société actuelle, prise à un certain nombre de tensions, parfois même de violences. La médiation a un rôle clé. C'est un facteur d'écoute. On écoute les parties quand on est médiateur, normalement, et on voit des gens qui viennent vers vous. Moi, je le vois au niveau des médiations dans le domaine des impôts, dans le domaine de tout ce qui concerne les finances. Il y a déjà un besoin d'expliquer son affaire. Une fois que l'explication est donnée, on a presque déjà la solution, parce que les gens se sont exprimés. Souvent, ils n'arrivent pas ou ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Donc ce besoin d'écoute, ce besoin de dialogue, ce besoin de construire ensemble des solutions, de rééquilibrer un petit peu, comme disait Francis Frison, c'est vrai qu'entre une grande entreprise ou même une moyenne ou une grande administration, etc., et le public, que ce soit le public ou que ce soit une petite entreprise ou une entreprise moyenne, on a l'impression que la balance n'est pas égale. Le médiateur, il rééquilibre, il tente de rééquilibrer les positions en mettant chacune des parties sur le même plan. Et ça, c'est important que les gens le comprennent, vous voyez, qu'on leur explique. Ça, c'est un élément fondamental de la médiation. Donc, besoin, en effet, besoin d'apaisement, bien entendu, dans la relation, dans le lien social. Et la médiation, je pense, y contribue. Et on peut expliquer que finalement, plutôt qu'une décision, c'est un mode alternatif au règlement judiciaire des litiges. C'est vrai que la médiation, elle a l'avantage, disons, à la fin, de réconcilier les parties, de permettre la continuité de la relation. C'est gagnant-gagnant. Et donc ça, c'est quand même tout à fait unique, quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Donc je crois que, alors on a besoin, bien entendu, que les médiateurs, un autre aspect dans cet esprit de médiation, dans cette finalité, il faut, comme l'a dit Gabriel, des médiateurs qui soient crédibles et donc qui inspirent la confiance. Le médiateur doit être crédible vis-à-vis de chacune des deux parties. Il doit être crédible, bien sûr, vis-à-vis, par exemple, des consommateurs, s'il s'agit d'un litige de consommation, mais il doit être crédible et aussi avoir la confiance des professionnels, du secteur professionnel concerné, des entreprises qui sont concernées. Parce que sinon, on ne fera pas confiance au médiateur. Et comme la recommandation du médiateur n'est pas obligatoire, on risque d'avoir, ça se produit dans certains cas, c'est regrettable, des recommandations qui ne sont pas suivies. Parce que les professionnels concernés estiment que le médiateur a proposé une chose qui n'est pas adaptée. Donc c'est la double crédibilité, la double confiance qui est nécessaire. Donc je parlais de la finalité de l'esprit de la médiation, mais je vais ensuite, pour terminer, indiquer un autre point qui est important, me semble-t-il, dans les explications à donner sur ce qu'est la médiation, c'est d'expliquer qu'elle est aussi donner des garanties quant à sa bonne organisation. Voilà. Parce que c'est important, les gens ne veulent pas se fier comme ça. Ils veulent avoir confiance dans une personne. N'oublions jamais que la médiation, ce sont des personnes.
C'est la grande différence par rapport à un service de réclamation, un service clientèle consommateur qui a tout son rôle dans les entreprises, dans les administrations. Mais la médiation, c'est différent. La personne vient avec son litige, sa difficulté, et elle va vers une personne, Madame X, Monsieur Y, qui est le médiateur. Et ça change tout dans la société d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de relations qui sont impersonnelles. C'est normal, d'ailleurs, dans une société complexe, mais là, on a quelque chose de différent. Donc, cette différence, vous pouvez, je crois, on peut insister dans les explications là-dessus, parce que cet aspect de confiance personnelle dans le médiateur, c'est un élément clé. Il faut bien sûr que la bonne foi, comme le disait Gabriel, accompagne. On ne fait pas de médiation quand il y a une des deux parties qui est de mauvaise foi. Ça n'est pas possible. Donc la bonne organisation des choses, c'est une série de mesures que vous connaissez. Il faut, je crois, aussi les expliquer, pas forcément en entrant dans le détail selon à qui on s'adresse, bien sûr, mais je crois que c'est important d'expliquer que le mode de désignation du médiateur est un élément qui garantit son impartialité et son indépendance. Et la directive européenne, de ce point de vue-là, exige des garanties très strictes sur la désignation des médiateurs, notamment des médiateurs d'entreprise. Ceci est très important. Il y a ensuite, bien sûr, la durée, par exemple, du mandat du médiateur. Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut pas être révoqué par l'institution publique ou privée qu'il a nommée. Ça, c'est un élément important, bien entendu, de sa crédibilité et de la confiance qu'il peut inspirer. Au-delà de cela, du mandat, bien entendu, il y a la question des moyens. Parce qu'un médiateur tout seul, privé de tout moyen matériel, et on lui dit vous êtes le médiateur, débrouillez-vous, on va s'adresser à vous et vous aurez des réclamations, vous ferez des... Non, ça n'est pas possible. Pour pouvoir vraiment être un médiateur indépendant, il faut qu'il puisse non seulement s'appuyer sur un process, mais disposer de moyens propres. La directive européenne, là-dessus, insiste. Moyens en personnel. Moyens, alors ça ne veut pas dire des grandes équipes, des grands services. Si le médiateur, d'ailleurs, a un service trop important, si la médiation devient dans un secteur professionnel, administratif, quelque chose de trop important, c'est que les dysfonctionnements sont graves. Et donc, à ce moment-là, il y a un problème qui n'est pas seulement celui de la médiation. La médiation, c'est le recours ultime. C'est le recours ultime, ne jamais l'oublier. Il y a des recours préalables dans nos sociétés et 90-95% des litiges sont réglés au stade antérieur au médiateur, et heureusement, parce que sinon, le médiateur ne pourrait pas faire son travail. Donc, je crois que c'est très important qu'il y ait ces moyens. Alors, ces moyens en personnel, moyens en budget, un petit budget, bien entendu, c'est lié aux moyens en personnel, un site informatique. Voilà, la Commission européenne l'exige, qu'il y ait un site propre pour le médiateur. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui est l'avenir. Comme je le dis d'ailleurs, ça suscite parfois des réactions. L'Internet pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, tout le monde ne peut pas forcément, nécessairement accéder à l'informatique. Mais tout le monde peut être accompagné pour pouvoir régler les choses par l'Internet, ou la plus grande partie des choses. C'est un facteur de compétitivité, d'économie pour tout le monde, que le recours massif est de plus en plus grand à l'informatique, avec l'accompagnement des personnes qui peuvent avoir des difficultés. Et c'est le rôle accompagné. Je vois le carton rouge. Je termine, bien entendu, sur expliquer que, bien sûr, la médiation, c'est rapide. On a des délais, ils sont stricts, on les respecte. C'est toute la différence avec des processus trop longs. Il faut bien sûr qu'on respecte ces délais. Et puis, la gratuité, elle n'existe pas toujours. Il peut y avoir des médiations qui ne sont pas gratuites, mais dans la plupart des cas dont nous parlons, notamment en consommation, et c'est prévu par la transposition à laquelle œuvre M. Carèche, la médiation, elle est gratuite. Il faut à ce moment-là le dire quand elle est gratuite. Quand elle est payante, il faut bien sûr le dire également. Et puis, dernier point que j'évoque, on peut également indiquer que les médiateurs, les médiations font et feront l'objet d'une évaluation objective par des autorités compétentes indépendantes. Et ceci est capital pour la crédibilité et la confiance. Merci. Gilles de Vergenay-Délec, médiateur IEAM. Un mot très fort a été utilisé ce matin, c'est le mot confiance. Un deuxième mot a été utilisé par vous-même il y a quelques instants, c'est le mot crédibilité du médiateur. Alors il y a un mot que j'aimerais entendre, car celui-là n'a pas encore été prononcé, c'est le mot formation.
Oui. Formation du médiateur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation des médiateurs? Merci. J'aurais dû le citer, mais grâce à vous, nous pouvons parler de cet aspect de la formation qui est un élément essentiel, bien entendu, pour la crédibilité et la compétence du médiateur, puisque nous voulons bien sûr, et je crois qu'il faut aussi l'expliquer, c'est que les médiateurs sont des personnes, des personnalités compétentes. Elles sont compétentes notamment par la formation qu'elles ont reçue, qu'elles reçoivent, par l'expérience qui est la leur, l'expérience professionnelle, complétée par des formations nécessaires. Cet aspect de formation est inscrit également dans la directive. Il figure déjà d'ailleurs en France dans les dispositions législatives et réglementaires, donc c'est un aspect qui n'aura pas besoin sans doute d'une transposition spécifique, me semble-t-il. Mais cette formation, elle est clé. Et il y a un appel qui a été lancé, la Commission de la médiation de la consommation, préside Madame Zarine, a fait une recommandation pour demander que se développent, par exemple dans le domaine de la consommation, des formations adéquates. Bien sûr, il existe des centres de formation, des centres vraiment prestigieux, très utiles, efficaces, mais je crois qu'il faut poursuivre l'effort dans ce domaine de manière systématique. Au niveau du Club des médiateurs de service au public, nous avons créé un module de formation en 6 jours sur les fondamentaux de la médiation. Et je crois que toutes les actions de formation initiale et de formation continue, d'adaptation de la formation, c'est un devoir pour les médiateurs de s'adapter constamment à la matière qui évolue. Et Dieu sait si en effet les textes de loi, les textes réglementaires, les directives européennes, les textes évoluent. Et il faut donc être parfaitement à jour. Donc vous avez raison, c'est un point clé. Et dans l'évaluation qui sera faite dans le cadre de la directive, par exemple, pour les médiateurs dans le domaine de la consommation, cet aspect de la formation jouera un rôle important pour l'agrément des médiateurs et qu'il soit considéré au niveau européen. Hélène Lesser, médiateur généraliste et familial. Je souhaiterais revenir sur la directive européenne et la rédaction de la prochaine ordonnance pour mai 2015. Donc on parle d'élite, on parle de participation citoyenne, ce qui m'intrigue. Comment faites-vous votre sélection des participants à ce comité de pilotage? D'abord, il s'agit d'une directive. Donc c'est un exercice assez contraint en réalité, puisque la discussion, enfin les débats ont été tranchés au moment de l'élaboration de la directive. Bon, donc je dis cela parce que on fait une loi dans un cadre quand même très très précis. On ne va pas inventer des choses. Bon, et de toute façon, la loi française doit se conformer à la directive. Sur le comité de pilotage, c'est la ministre qui s'en est occupée plus que moi. Donc, moi, je tenais absolument à ce qu'il y ait évidemment des parlementaires. Deuxième point, il y aura, je crois, un certain nombre de représentants de la médiation. Mais je ne peux pas vous en dire trop à ce stade. Monsieur Constant a peut-être plus d'informations que moi, je ne sais pas. Je crois que le dispositif, le nombre de participants, en effet, les représentants, comme vous venez de le dire, monsieur le député, de 5 représentants des professionnels, 5 représentants des associations, et puis 4 parlementaires, de députés, de sénateurs, et l'ensemble étant, si j'ai bien compris, la ministre, présidée par monsieur Carèche. Philippe Daumont, je profite de vous apporter les cordiales salutations des médiateurs suisses, la Fédération des associations de médiation, en remerciant l'ANM pour sa magnifique journée d'automne. Et ma question, enfin j'aurais tout plein de questions, je les pose brièvement, vous pouvez traiter celles que vous souhaitez. Je ne résiste pas au plaisir de citer un petit proverbe qu'on a en Suisse germanique, j'habite à Zurich, elle dit, je traduis, la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux. Vous avez bien fait de préciser que c'était suisse et suisse voilà. Germanique. Maintenant, je vais essayer de sauver cette phrase qui n'est pas très brillante. Puisque je crois Gabriel m'a tend une perche pour rendre cette phrase un peu moins limitée pour notre propos. Elle a parlé du processus. Donc,
la confiance augmente dans la mesure où le processus est clair. Et si le processus est clair, il faut quelqu'un qui contrôle ce processus et à qui on fait confiance pour contrôler ce processus. C'est ça, je pense, qu'on atteint quand on a une bonne formation en médiation. Il y avait la question, je me demande si ce n'était pas il y a 2 ans, au rendez-vous d'automne, la différence entre défiance, méfiance, par rapport à la confiance. La défiance étant quelque chose de plus positif, légitime, de contrôle aussi. La méfiance étant déjà plus problématique, puisqu'il s'agit peut-être plus de la personne que du sujet. Donc, voilà. J'ai entendu à France Culture, que j'écoute beaucoup, aussi un politicien dire, pour rejoindre la question sur la démocratie et la confiance envers les politiciens, que le travail de communication, la question de la confiance, le travail du politicien ne s'arrête pas à l'élection. C'est-à-dire qu'il n'est pas légitimé par l'élection, mais par la façon dont il explique son action. Et donc là aussi, il se donne lui-même un cadre, comme le médiateur donne un cadre. Il se donne un cadre sur lequel on va ensuite le contrôler. Et beaucoup de questions ont touché à ça. Voilà, je m'arrête, mais merci beaucoup.